Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous recevoir ce matin sur ce nouveau webinaire de la Fédération de la mode circulaire que l'on a le plaisir de co-organiser avec Clear Fashion. Je suis Elidor Lamort, je suis responsable du plaidoyer de la communauté au sein de la Fédération de la mode circulaire. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, la Fédération de la mode circulaire est une organisation qui a été créée en avril 2022 et qui recense aujourd'hui plus de 250 entreprises adhérentes engagées dans des démarches d'économie circulaire sur l'ensemble de la chaîne de valeur textile. Et notre objectif, c'est d'arriver à représenter ces structures auprès des pouvoirs publics à l'échelle française et européenne via des actions de plaidoyer, de les accompagner dans le développement économique autour de leurs activités autour de la circularité et enfin de promouvoir ces activités auprès du grand public pour leur donner davantage de visibilité. Et donc, on fait tout ça à travers donc, notamment des actions de plaidoyer, comme je disais à l'instant. Et ça se matérialise par exemple par notre programme commun pour la mode circulaire, dont on a publié la deuxième édition en septembre dernier. On produit également une veille réglementaire et une newsletter tous les mois pour nos adhérents pour qu'ils puissent être au courant des actualités du secteur. On produit également des travaux de recherche et des études. On a également 4 groupes de travail qui sont actifs. Et enfin, on organise des événements et du networking pour nos adhérents. Et on aura d'ailleurs la prochaine édition de la Journée de la mode circulaire qui se tiendra le 26 avril prochain à l'IFM. Donc, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn pour pouvoir vous inscrire et en savoir plus sur le programme. Et enfin, nous organisons évidemment des webinaires, comme c'est le cas ce matin. Et donc, on a le plaisir de co-organiser ce webinaire avec Clear Fashion. Et donc, je vais laisser la parole à Marguerite Dorangeon et Pascal Dagras pour vous en dire plus sur l'affichage environnemental, qui est évidemment un sujet qui passionne le secteur en ce moment et qui déchaîne les foules. Donc, je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent vous en dire plus. Je vous invite à utiliser l'onglet Q&A pour poser toutes vos questions et nous prendrons les questions en fin de webinaire. Merci à tous et puis bon webinaire. Bonjour à tous et à toutes, et puis merci Ellie pour l'introduction. Donc Marguerite de Clear Fashion. Déjà, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour parler de ce sujet important de l'affichage environnemental. On va tâcher de faire au mieux pour vous partager les enseignements, notamment de nos 5 années sur le terrain, et puis aussi avec voilà, la chance d'avoir la présence de Pascal aujourd'hui, qui sera là aussi pour répondre aux questions côté réglementaire. Donc, dans ce contexte mouvant et d'accélération, et donc je vais prendre le relais, vous partager mon écran pour la suite de la présentation. Et comme on a voilà, un programme assez ambitieux et 1 heure devant nous, je pense qu'on voilà, on prendra le temps plutôt à la fin pour répondre aux questions. Et en tout cas, n'hésitez pas à les noter sur le Q&A. Alors, je vous partage mon écran. Tant que ça arrive. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça a Parfait. l'air de fonctionner. Super. Peut-être juste déjà pour en ordre du jour du coup donc de cet échange, on va prendre le temps déjà de rappeler le contexte, pourquoi l'affichage environnemental. On part ensuite des évolutions méthodologiques, des enjeux autour de l'affichage et ensuite des prochaines étapes avant de répondre à vos questions. Euh, pour rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, peut-être juste avant de commencer, Pascal, si tu veux te présenter. Oui, merci Marguerite. Bonjour à tous. Donc Pascal Dagras, chef de projet affichage environnemental et intrapreneur Ecobalise au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Juste en introduction, je voulais remercier la Fédération de la mode circulaire et Clear Fashion pour cette invitation à intervenir lors de votre webinaire. On est dans une phase de concertation qui s'est ouverte autour de l'affichage environnemental cadre français et clairement, l'affichage environnemental ne pourra pas se faire sans les acteurs du secteur, réunis dans des fédérations telles que la Fédération de la mode circulaire, et il ne pourra pas se faire non plus sans les experts du scoring et de l'information consommateur, des acteurs comme Clear Fashion par exemple. Et donc, pour moi, dans la phase de concertation actuelle, c'est clairement une opportunité de venir échanger avec les fédérations, les experts qui me sollicitent sur ce sujet-là. Donc encore, merci à la FMC et à Clear Fashion.
Merci à toi, Pascal. Et donc, moi-même, cofondatrice de Clear Fashion. Donc, on est société à mission engagée pour la transparence, notamment donc via l'affichage socio-environnemental sur les vêtements. Voilà, avec dans notre ADN, les particularités, je pense que c'est ce travail qu'on réalise avec l'ensemble des parties prenantes en étant présent depuis nos débuts auprès des consommateurs, mais aussi bien sûr entouré d'experts, de marques, échangeant régulièrement avec les pouvoirs publics. Euh, et puis très rapidement sur notre activité, au démarrage, on a démarré avec une application mobile qui permet d'évaluer les marques. Et aujourd'hui, donc on fait du scoring sur les vêtements et on a aussi un outil pour aider les marques à s'améliorer. Euh, il y a donc présenté la Fédération de la mode circulaire. Et Elise, si tu n'as rien à rajouter, on avance du coup et on rentre donc dans le vif du sujet avec le contexte. Donc pourquoi l'affichage environnemental? Euh, Déjà, c'est important, je pense, de rappeler ce qui nous rassemble tous aujourd'hui et ce pourquoi l'affichage environnemental, c'est les enjeux du secteur de la mode. Malheureusement, le secteur de la mode, c'est un secteur qui est la cause de nombreuses dérives, à la fois sur l'environnement et ici de problèmes sociaux. Donc, je vous ai mis ici quelques chiffres. C'est 10% de l'impact carbone mondial, 20% de la pollution des eaux sur Terre, 35% de la pollution plastique. Et tout ça dans un contexte aussi d'une production et d'une consommation qui ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc, en 2023, il y a 48 vêtements qui ont été achetés par Français, donc 6 de plus qu'en 2022 et donc bien plus que ce qu'il faudrait faire pour répondre aux objectifs climatiques de 1,3 degré du GIEC. Donc, il y a vraiment un sujet d'impact et de volume. Pourquoi l'affichage environnemental? C'est avec la conviction que pour amener la transition du secteur de la mode, il faut réussir à la fois à embarquer les consommateurs et à provoquer donc un changement en fait des pratiques de consommation, et puis aussi à embarquer les marques et à soutenir notamment les pratiques de production plus vertueuses. Pascal, je te laisse peut-être préciser l'objectif côté politique. Ouais, l'objectif, clairement, on le retrouve, hein, informer les consommateurs, accompagner les marques dans leurs efforts. Enfin, on a vraiment ces deux piliers qui vont ensemble. Je rappelle qu'on est sur l'affichage environnemental, une mesure qui vient de la Convention citoyenne pour le climat. Enfin, on va le revoir tout à l'heure. Donc, il y a une vraie attente. Troisième pilier, moi, que j'aime bien ajouter généralement et qui a été avancé par le gouvernement, c'est aussi réduire l'impact environnemental de l'ensemble du secteur, ce qui renvoie aussi à des questions de volume. C'est choisir le bon vêtement, produire le bon vêtement, mais aussi acheter la bonne quantité de vêtements. Mais sinon, bien d'accord avec toi. Et en effet, du coup, tu faisais le lien avec les conventions citoyennes sur le climat. Ce qu'on observe, donc c'est un sujet qui existe en effet au-delà de la réglementation, mais qui en effet est pris en main côté réglementaire avec une accélération aussi ces dernières années et ces derniers mois. Si tu veux commenter peut-être, Pascal, ce calendrier. Ouais, merci Marguerite. Donc, la Convention citoyenne, donc je l'ai mentionné, 2020, une initiative assez atypique, hein, qui a donné lieu ensuite à la loi Climat et Résilience. Donner une information sur les impacts environnementaux des produits, c'est la première demande de la Convention citoyenne. Pas forcément en ordre d'importance, mais quand on lit le rapport des citoyens. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui se sont tenus depuis, les expérimentations, une première présentation en mars 2023 avec les critères, une méthodologie présentée maintenant, mise en concertation, un objectif de déploiement dès l'automne 2024 dans un format volontaire. Juste ce que je voulais souligner, et c'est pas mal que sur la planche, tu aies également cité le Grenelle de l'environnement en 2009, c'est que il y a un sujet bien sûr énorme d'articulation entre des travaux français et des travaux européens. La France est dans une position atypique, pas que les Français et particulièrement l'administration française soient meilleurs que les autres, mais surtout qu'en fait on a un historique. Le Grenelle de l'environnement, la Convention citoyenne, la loi climat, qui de fait a positionné la France dans une posture pionnière au plan réglementaire sur ces sujets d'affichage environnemental. Merci Pascal. Pour basculer ensuite sur le sujet de la méthodologie, donc on va voir déjà je pense qui amène aujourd'hui à l'annonce méthodologique qui a été faite et notamment au sujet des compléments. Ça part déjà du constat des limites de l'analyse de cycle de vie et du PEF qui ont été mises en avant par un certain nombre de scientifiques et puis aussi ensuite qui ont été sujet qui a été pris en main à la fois au niveau de l'Union européenne dans les Green Claims et par la France. Méthodologie qui présente certaines limites, à la fois sur certains critères qui sont absents qui sont ou étaient absents donc de la méthodologie et aussi dans son fonctionnement.
Donc voici un exemple des retours qui ont été faits sur la méthode type ACV-PEF et qui ont amené donc du côté notamment de la France à la reconnaissance du coup de la nécessité de compléter cette méthode. Donc je vais te laisser Pascal présenter du coup justement les compléments qui ont été rajoutés, qui ont un poids très important du coup dans la notation. Merci Marguerite. Donc je vais introduire ces compléments là juste à partir de ce visuel qui a été partagé la semaine dernière. Il y a plus de détails dans un webinaire qui a été organisé au début du mois de mars et dans la méthodologie Ecobalise. Par ailleurs, on pourra répondre à des questions. Je pourrai répondre à des questions s'il le faut, plutôt dans un deuxième temps. Le point de départ, c'est bien l'analyse de cycle de vie en tout cas, et plus particulièrement l'analyse de cycle de vie PEF dans le projet de méthode réglementaire française, donc s'appuyer sur l'analyse de cycle de vie PEF. Donc, il y a une controverse entre différentes personnes sur la pertinence, les limites de l'analyse de cycle de vie en tant que telle. Il y a bien évidemment des experts, des scientifiques qui soulignent au contraire que cette méthodologie est pertinente. Je pense au conseil scientifique réuni sur l'affichage alimentaire notamment. Et donc, en tout cas, la France, pour différentes raisons, en tout cas, s'appuie bien sur l'ACV et la CVPEF, mais comme tu l'as dit, Marguerite, elle vient la compléter. Et donc, elle vient la compléter en particulier sur l'utilisation de produits chimiques, la libération de microfibres et l'export de vêtements à l'étranger. Et c'est des initiatives qui quelque part, en tout cas de mon point de vue, comment dire, assez simples et même prévisibles. Sur les libérations de microfibres, la Commission européenne elle-même a écrit qu'il fallait compléter la méthode PEF pour intégrer l'impact des microfibres. Donc c'est quelque part ce que la France fait en anticipant des évolutions probables du cadre européen dans les prochaines années, puisque la Commission européenne a déjà dit qu'il convenait de prendre en compte les microfibres et de compléter le score PEF avec les microfibres. Sur l'export des vêtements à l'étranger après utilisation, quand on applique strictement la méthode d'analyse de cycle de vie sans prendre en compte ce paramètre, on considère que les vêtements terminent leur vie lorsqu'ils ne sont pas recyclés dans des décharges ou des incinérateurs en France et que donc ça représente une part infime de l'impact environnemental du vêtement. Ce constat est quand même en dissonance avec les images que chacun a pu voir sur des fins de vie de vêtements beaucoup moins bien gérées dans des pays en Afrique notamment, et avec le fait que près d'un vêtement sur deux finalement est exporté vers d'autres pays pour y être réutilisé, c'est très bien, mais ils y terminent aussi leur vie. Donc on est sur ça, et puis les produits chimiques, j'en parle même pas nécessairement, on est vraiment pour moi sur des limites techniques de l'analyse de cycle de vie, on n'est pas forcément sur des limites intrinsèques à l'analyse de cycle de vie, mais des limites techniques. Aujourd'hui, les limites techniques font que les produits chimiques sont insuffisamment pris en compte, qu'il s'agisse de la phase agricole ou des produits chimiques mobilisés dans les teintures. Donc c'est des compléments qu'on apporte vraiment dans une posture pionnière, en disant ce sont des choses vers lesquelles de toute manière l'ACV et le PEF doivent aller. Simplement, on ne peut pas attendre que quelque part que ces choses soient pleinement intégrées dans la méthodologie avant de proposer quelque chose, parce que si on propose une méthodologie qui fait abstraction des microfibres, de l'export des vêtements à l'étranger et des produits chimiques, et bien quelque part, on envoie des signaux qui risquent de ne pas être cohérents, et donc il vaut mieux intégrer ces éléments-là de manière pionnière par rapport au cadre européen, plutôt que de partir avec une méthodologie sans ces trois éléments. Donc c'est des sujets en tout cas sur lesquels on est en interface régulière avec la Commission européenne, puisqu'il s'agit de bien articuler ces travaux. Et puis, en m'excusant d'être peut-être un peu trop long, mais sur la durabilité, donc une durabilité extrinsèque qui a été intégrée et qui doit venir compléter la durabilité physique. Donc là, on est aussi sur quelque chose comment dire, qui est pas du tout hors sol. Le Parlement européen, dans un avis sur la stratégie textile durable qu'il a remis au mois de juin dernier, a clairement enjoint les États membres et la Commission européenne à prendre en compte la durabilité dans les politiques publiques dans une approche holistique, c'est-à-dire la durabilité physique, la résistance des vêtements, leur capacité à durer dans le temps, mais aussi une dimension plus émotionnelle, non physique, extrinsèque. J'en dis pas plus, parce que je vais être beaucoup trop long, mais c'est effectivement les limites actuelles du cadre ACVPF qui amènent à ces compléments, mais en tâchant quelque part de se positionner en pionnier pour que, in fine, les méthodes de référence puissent évoluer et qu'on arrive sur quelque chose de pertinent, aussi satisfaisant que possible et partagé au niveau européen. Autre changement peut-être, Pascal,
que le sujet du changement des bases de données. Je ne sais pas si... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement ce que ça implique? Ouais, absolument. Alors ça, c'est bon, c'est peut-être un tout petit peu moins visible, enfin pour les non-initiés de l'analyse de cycle de vie, mais vraiment, enfin en analyse de cycle de vie et en m'excusant pour les experts qui connaissent déjà très bien ces aspects-là, on va vraiment essayer d'allouer les différents impacts, changement climatique, eau, usage des sols, etc., à chaque production. Donc, on va allouer les impacts à 1 kilo de coton, on va allouer les impacts à 1 kilo de polyester, à 1 kilo de laine, par exemple, à 1 kWh d'électricité, etc., etc. Et pour tout ça, on s'appuie sur des bases de données d'inventaire de cycle de vie. Donc, jusqu'ici, on utilisait dans Ecobalise, startup d'État du ministère de la Transition écologique, des données de la base impact de l'ADEME, qui était un peu daté et qui ne prenait pas en compte tous les impacts. Et donc là, ce que l'ADEME a présenté, c'est une slide que Vincent Collomb a présenté début mars, là, qui vous est rappelé, c'est un accord passé par l'ADEME avec EcoInvent, donc qui est un expert mondial fournisseur de ces données d'inventaire de cycle de vie et qui permet donc aujourd'hui que le projet de méthode qui vous est proposé, présenté et qui est accessible via Ecobalise s'appuie sur des données qui ont été mises à disposition par EcoInvent dans le cadre d'un accord passé avec l'ADEME. Donc c'est clé parce que vraiment, enfin, ces inventaires de cycle de vie, c'est les fondations sur lesquelles on construit le calcul des impacts en analyse de cycle de vie. Et donc, il faut avoir quelque chose d'aussi pertinent que possible. Bon, EcoInvent donc a quelque part une vraie légitimité. Enfin, c'est un beau partenaire, hein, enfin, très, très clairement pour l'ADEME et donc pour l'affichage environnemental français. J'ajoute que c'est un partenaire qui fournit des données à la Commission européenne pour le cadre PEF. Et j'ajoute aussi, c'est un élément extrêmement important, que le fait qu'on s'appuie sur des données EcoInvent permet à ceux qui le souhaitent, alors il faut une licence EcoInvent pour ça, mais d'aller regarder dans le détail comment elles ont été construites. Et cette transparence, elle est importante si on veut derrière simplement rentrer dans une logique d'amélioration continue, de robustesse, etc. Donc ouais, c'est un peu moins visible que les autres aspects, mais c'est un élément clairement important. Et j'ajoute, ça a été évoqué par Vincent au début du mois, que aujourd'hui dans Ecobalise, vous ne pouvez calculer que le coût environnemental, mais d'ici quelques jours, on proposera une version mise à jour qui permettra d'accéder à l'ensemble des impacts environnementaux, euh, mais par contre, avec des conditions plus restreintes en matière d'utilisation et réutilisation des données. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur Donc en mars 2023, pour rappel, Bérangère Couillard avait annoncé l'importance de prendre en compte 8 critères pour évaluer l'impact des vêtements. Qu'en est-il aujourd'hui de ces 8 critères? Est-ce que tu peux nous expliquer justement où est-ce que ça en est? Ouais. Alors merci Marguerite, c'est bien effectivement de regarder dans le rétroviseur et de vérifier que quelque part l'action est bien cohérente avec ce qui avait été annoncé l'année dernière. Alors je les balaye très vite parce que j'ai peur d'être trop long, mais on reviendra s'il y a des questions. Consommation d'eau, c'est un élément qui est dans les inventaires de cycle de vie. Les données EcoInvent intègrent des données de consommation d'eau. Durabilité physique des textiles. Aujourd'hui, c'est pas modifiable, mais on suit avec intérêt les travaux du projet Durabi, qui d'ailleurs est financé par l'ADEME, notamment porté par l'IFTH, et le travail du projet de PEFCR Apparel and Footwear, dont la version 2.0 est actuellement en consultation. Enfin, avis à toutes les personnes qui suivent ces sujets, il est utile, sain de regarder ce travail et d'y contribuer. C'est jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc on suit plutôt ces travaux parce qu'il ne s'agissait pas de relancer des nouveaux travaux alors qu'il y avait déjà pas mal de travail côté Durabi et PFCR. Les conditions de production, c'est pris en compte à travers Ecobalise, surtout sous l'angle de la traçabilité, dans quel pays les produits sont réalisés. Et on voit que sur cet aspect, certains veulent aller plus loin. Ça sera peut-être possible avec le coût environnemental, mais c'est aussi d'ores et déjà possible en s'appuyant sur d'autres experts du scoring et du chiffrage. On va pouvoir voir ça tout à l'heure. L'utilisation des pesticides, produits chimiques, j'en ai parlé, c'est un élément sur lequel on vient compléter le cadre PEF parce qu'il est nécessaire d'aller plus loin. Et puis là également, il peut y avoir de l'expertise complémentaire venue d'acteurs privés. Microplastique, c'est un complément qui est apporté, mais en articulation également avec les travaux portés au niveau européen. Le PEFCR Apparel Footwear, je reviens sur la version 2.0 qui est en consultation, propose des choses sur les microplastiques, même sur les microfibres, pardon d'ailleurs pour être plus précis, même si elles ne sont pas intégrées encore dans le single score, comme on l'appelle, l'équivalent du coût environnemental. Les matières recyclées, ben, ça peut être mobilisé à travers des inventaires de cycle de vie. Les textiles reconditionnés ou remanufacturés, pour prendre un terme un petit peu plus technique,
peuvent être modélisés en décochant des étapes dans EcoBalise. Et l'impact de la fast fashion, c'est le gros morceau qui a été présenté au début du mois. Ce sont les 5 critères qui permettent d'établir un coefficient de durabilité, et ce coefficient de durabilité qui influe quelque part sur le nombre d'utilisations moyen du vêtement, quoi. Plus un vêtement est durable, plus il est porté, moins il a d'impact. Donc on est bien sur ces 8 critères, en tout cas, qui ont fait l'objet de travaux ces derniers mois, des travaux portés par l'ADEME, le ministère de la Transition écologique, en s'appuyant sur un comité d'experts, mais il y a aussi des travaux portés par tout un tas d'experts indépendants du scoring environnemental. La question, c'est comment ça vient s'imbriquer. Alors peut-être justement pour faire le lien là-dessus et rebondir, je pense que l'un des objets là, du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous présenter certains cas d'application pour voir un peu ce que ça donne et voir notamment au travail au travail qu'on réalise chez Clear Fashion, que donnent les résultats. Quelle complémentarité. Donc là, ça a été ce sont les résultats qui avaient été présentés lors du webinaire de présentation justement de la méthodologie étatique, où on voit en effet l'évolution du coût environnemental par rapport au score PEF initial hors durabilité. Donc, si pas de complément de ton côté là-dessus, Pascal, peut-être juste qu'on voit. Donc, nous, on a fait un zoom sur ces données, les résultats. Donc là, c'est les derniers résultats à jour depuis la mise à jour d'EcoBalise sur l'échantillon de produits que vous voyez sur la gauche, donc sur des t-shirts en l'occurrence. Euh, Nous, ce qu'on a pu voir comme évolution entre les scores qui étaient disponibles avant et les nouveaux scores, on voit en effet qu'on s'éloigne du coup assez considérablement des anciens scores PEF avec les compléments, où on avait en effet le t-shirt synthétique d'une marque d'ultra fast fashion qui sortait avec la même note que des t-shirts. Un t-shirt en coton bio de marque éthique ou le t-shirt en lin. Là, avec les compléments, il y a des écarts importants. Donc, on trouve un écart x3 notamment entre du coup le t-shirt synthétique marque fast fashion et le t-shirt en coton bio marque éthique. On voit quand même une convergence. Enfin, ça, voilà, ça va vers, ça se rapproche des résultats qu'on a côté environnement sur le Fashion Score, donc avec la méthodologie Clear Fashion, avec certaines nuances, notamment par exemple sur dans la méthodologie Clear Fashion, on prend en compte l'utilisation de ressources non renouvelables, notamment, et on voit un écart dans le scoring entre le t-shirt synthétique Chine Ultra Fast Fashion et le t-shirt en coton Asie Fast Fashion, voilà, qui a une meilleure note. Peut-être juste Ouais. pour... Oui, Pascal, pardon. Juste très rapidement, Marguerite, là, enfin, sur la slide d'avant, un commentaire très rapide, enfin, la précédente encore. Donc ça montre bien effectivement que les effets de la méthodologie qui a été présentée, comment le travail sur les microfibres, comment le travail sur la toxicité, comment le travail sur la durabilité vient moduler les scores. Je souligne, parce que c'est un commentaire qu'on a reçu et qui est très légitime, que ce que vous voyez à gauche, enfin, on l'a appelé score PEF hors durabilité, les guillemets auraient été de rigueur, parce que aujourd'hui, dans le projet de PEFCR, il y a de la durabilité physique qui n'est pas intégrée dans cet exercice, et que par ailleurs, on est sur des inventaires de cycle de vie qui sont pas rigoureusement ceux sur lesquels s'appuie le projet de PEFCR. Donc c'est juste une. Mais néanmoins, ça montre bien en tout cas les effets des compléments apportés à la méthodologie. Et sur la slide d'après, mais je vais avoir l'occasion de le dire, je pense encore après. Moi, je trouve intéressant vraiment l'exercice que tu viens de faire, hein, Marguerite. Prendre des exemples de produits, regarder ce que ça donne avec EcoBalise, regarder ce que ça donne par ailleurs avec d'autres méthodes et comparer. Merci Pascal. Comme transition pour la suite, juste quelques mots pour expliquer en effet sur quoi est basé le Fashion Score et la méthodologie Clear Fashion. On a la particularité de notre côté d'être sur une évaluation, donc on évalue vraiment la qualité environnementale et sociale des systèmes de production. Pour ce faire, on s'est basé aux prémices sur des retours de certains experts et scientifiques qui nous ont orientés vers une solution hors ACV, voilà, qui en effet semble être voilà, on fait la distinction entre l'impact environnemental et la qualité environnementale des systèmes de production. Et pour du coup cet objectif-là, ça semble être un outil qui présente certaines limites et qui ne permet pas de refléter correctement les enjeux du secteur, avec en plus la volonté de couvrir tous les enjeux. Donc à la fois parce qu'on ne décorrèle pas, on part d'un affichage
qui s'adresse aux consommateurs. Et donc, on est venu aussi se pencher sur leurs besoins d'information, qui n'est pas uniquement sur l'environnement, et aussi sur la réalité des enjeux du secteur, où l'environnement, et notamment en effet le sujet des limites planétaires, est clé, mais on a aussi des enjeux majeurs sur le social, la santé et les animaux. Donc voilà ce qui explique un peu voilà, la complémentarité apportée par Clear Fashion avec une méthode, pardon, qui donc couvre tout de même l'ensemble du cycle de vie, qui quantifie en mobilisant quand même ces bases de données, mais qui voilà, s'applique à couvrir l'ensemble des enjeux clés au-delà de l'environnement, enfin sur l'environnement et au-delà, avoir un zoom vraiment sur la comparaison intra-catégorie et notamment sur les paramètres qui permettent d'influencer la qualité socio-environnementale des vêtements. Euh, Avec également, on va le voir par les exemples, une prise en compte des données spécifiques et des pratiques réelles, là où ça peut être complexe justement sur de l'analyse de cycle de vie, et puis aussi une grande agilité qui permet de prendre en compte l'ensemble, un grand nombre de matières, de labels et d'éléments nécessaires pour refléter correctement les enjeux du secteur. Peut-être juste pour voir par l'exemple ce que ça donne, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est une analyse qui vient en effet vraiment compléter le coût environnemental. Donc là, on a pris l'exemple du coton bio et du label GOTS, où on voit en effet, du coup, suite à la mise à jour d'Ecobalize, une évolution entre le coton conventionnel et le coton biologique. Donc ça, c'est les micro-points qui sont affichés ici. En revanche, ensuite, si jamais on a le label GOTS, ça ne se verra pas donc par le coût environnemental, d'où l'importance notamment donc, de l'évaluation Clear Fashion avec le Fashion Score, qui permet de prendre en compte de ce label qui impacte en effet sur à la fois l'environnement et également sur la partie sociale. Euh, donc par les garanties qui font partie de son cahier des charges. Ouais. Autre exemple, oui, pardon, vas-y Pascal. Ouais, Marguerite, ouais, non, je veux bien commenter là-dessus. Enfin, cet exercice, cet exemple est, je trouve hyper intéressant. Euh, donc, coton conventionnel, coton bio, coton GOTS, évalué par Clear Fashion, évalué à travers Ecobalise, coût environnemental. Ce qu'on voit assez clairement dans ce que tu présentes là, c'est que typiquement entre coton bio, GOTS, il y a des enjeux environnementaux qui sont quelque part déjà atteints par le coton bio et que donc sur la ligne environnement, le coton bio et le coton bio GOTS, en fait, ils ont la même note. C'est vraiment l'aspect humain qui conduit dans votre score à avoir un score différent entre le coton bio et le coton bio GOTS. Et donc voilà, c'est la méthodologie portée par Clear Fashion et dont le spectre est plus large que le seul champ de l'environnement. Enfin, en tout cas, ça apparaît clairement sur cette planche. Et donc, je voulais rebondir aussi. Enfin, tu l'as mis sur la planche d'avant, mais je pense que c'est un élément un peu subtil, mais que je voulais souligner. Enfin, vraiment, le coût environnemental dans une approche assez analyse de cycle de vie, complétée certes, mais analyse de cycle de vie quand même, c'est je prends un produit et j'essaie de mesurer les impacts, kilo CO2, litres d'eau, etc., qui sont alloués à ce produit. Euh, Moi, ce que je perçois sur un fashion score là, tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est que il y a un aspect plus évaluation du système de production, c'est-à-dire que une évaluation qui est sur 100 et qui va dire c'est bon, c'est pas bon quelque part. Si je suis à 100%, c'est bon, si je suis à 0%, c'est moins bon. Le coût environnemental, lui, il dit plutôt c'est un peu ou c'est beaucoup. C'est un positionnement qui est un peu différent. Il s'agit de regarder à travers ce type d'exemples qui sont tout à fait les bienvenus dans le cadre de la concertation, quelle est enfin, comment ça fonctionne ensemble, quoi. Est-ce que ça envoie des signaux pertinents, cohérents? Est-ce que ça induit de la confusion? C'est ça qu'il faut vraiment regarder ensemble. Et cet exercice de ce point de vue-là, merci Marguerite, est tout à fait éclairant. Merci Pascal. Autre exemple aussi pour justement compléter l'analyse. Là, on s'est penché sur les pratiques des fournisseurs, l'impact des pratiques des fournisseurs dans la notation, qui permet aussi justement d'apporter de la nuance vers le coût environnemental, où là, on est venu voir du côté donc, de la méthodologie Clear Fashion, les différences entre donc sur un même produit, lorsque il n'y a pas de pratique particulière sur l'aspect à la fois consommation d'eau, pollution de l'eau et sur la consommation d'énergie du côté des fournisseurs, et à l'inverse avec des pratiques responsables. Et donc on voit l'impact sur la note côté environnement qui permet aussi d'apporter justement d'apporter cette différence, comme tu le disais Pascal, sur est-ce que le produit est, est bon ou pas bon sur une note sur 100.
Ouais, et merci. Et je rebondis là juste là-dessus. Enfin, autre exemple intéressant aussi. Donc là, on est sur quelque chose. Enfin, ça donne l'occasion de bien rappeler aussi une spécificité du coût environnemental, en tout cas de la méthodologie qui est mise en concertation à travers Ecobalise. C'est une méthodologie analyse de cycle de vie simplifié, semi-spécifique. Il y a différents termes pour la décrire. Niveau 1, on a aussi appelé comme ça. C'est quelque chose qui doit être très facilement déployable à partir de paramètres assez simples. Et je le disais tout à l'heure, sur comment dire, les conditions de production, le paramètre essentiellement, c'est dans quel pays ça se passe. Et à partir de dans quel pays ça se passe, découlent des hypothèses sur les produits chimiques, le système de traitement des eaux, le mix électrique, etc., etc. Et donc c'est ça aujourd'hui que vous pouvez faire bouger dans la méthodologie niveau 1 exposée dans Ecobalise. Les paramètres plus précis sur les pratiques des acteurs aujourd'hui ne sont pas mobilisables. Potentiellement, elles peuvent être modélisées dans des niveaux comment dire, de paramétrage plus fins, mais qui n'ont pas vocation à être exposés dans Ecobalise. Voilà, ce que j'observe à travers cet exemple, c'est que une méthode comme le Fashion Score, en tout cas, elle le propose, mais donc en rentrant dans un paramétrage plus fin que juste le pays dans lequel ça se passe, quoi. Merci Pascal. Autre exemple, toujours dans la continuité de ce qu'on a vu là, c'est le cas du label Ecotex avec là un impact sur la santé. Donc du fait en effet de la prise en compte des autres enjeux, pas uniquement l'environnement, mais notamment la partie sociale, santé et animaux dans le Fashion Score, ça permet encore une fois justement de venir compléter l'analyse. euh, et favoriser donc les vêtements sur lesquels un effort est réalisé là-dessus. Donc d'où justement en effet ce qui nous amène ce sujet de l'articulation qui avait été mis en avant l'été dernier par le secrétariat général à la planification écologique qui met en avant justement une articulation entre le coût environnemental en valeur absolue qui est ce qu'on a vu justement ce qui a été présenté par Pascal et les scores comparatifs qui permettent donc comme Planet Score UK Clear Fashion qui présente vraiment une note, un score pour aiguiller les consommateurs pour leurs achats. Pascal, des retours de ton côté là-dessus? Ouais, bien sûr, donc c'est enfin, une question clé, bien évidemment. Donc cette slide, elle a été publiée, en août dernier, je crois. Il y a un filigrane document de travail d'ailleurs derrière. Donc c'est voilà, en tout cas c'est un document public qui expose des réflexions, un document de travail euh, des services de l'État. Aujourd'hui, on va le voir dans le calendrier. Enfin, ce qui a été annoncé, c'est la présentation d'un dispositif réglementaire plutôt au mois de mai, et donc qui pourrait aborder ces aspects-là. Aujourd'hui, moi, je suis bien évidemment pas en capacité de dire à quiconque, et en tout cas, c'est pas ma responsabilité, de dire c'est ça les conditions de coexistence, articulation entre les scores indépendants et le coût environnemental. Il y a en tout cas, ce principe qui a été posé l'été dernier et qui appelle clairement des précisions dans la définition, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui dépasse, sous quelles conditions. Ce qu'on perçoit bien, c'est que il y a une forme comment dire, de recherche, de compromis, de recherche d'équilibre entre, d'une part, un risque qu'il peut y avoir à ce que de la confusion soit suscitée s'il y a plein de scores différents qui racontent des histoires différentes. Là, il peut y avoir un risque de confusion qui serait pas sain pour le consommateur, qui serait pas sain pour les marques. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi des opportunités quelque part de valeur ajoutée. C'est un terme qu'on retrouve d'ailleurs dans le projet de directive Green Claims, la valeur ajoutée que des scores privés indépendants pourraient apporter par rapport à des scores publics. Valeur ajoutée qui peut être sur différents paramètres. Donc là, dans les exemples qu'a présenté Marguerite, on peut voir des choses, des dimensions autres que l'environnement, un paramétrage plus fin, une présentation différente, enfin présenter une note comparative plutôt qu'une note absolue, ça peut être une forme de valeur ajoutée. Et donc il y a un équilibre quelque part entre risque de confusion et opportunité valeur ajoutée. Et encore une fois, c'est pas du tout à moi de dire quoi que ce soit aujourd'hui, c'est pas de ma responsabilité, c'est le gouvernement qui s'exprimera le moment venu. Je trouve néanmoins que dans la phase de concertation qui s'ouvre aujourd'hui, un exercice comme celui qui est proposé aujourd'hui par Claire Fashion est riche et que ce type d'exercice est le bienvenu. Vous avez la slide qui a été publiée l'été dernier, vous avez, enfin, voilà, que chacun n'hésite pas à venir donner son avis, partager son avis sur l'équilibre entre risque de confusion s'il y a des scores différents, mais en même temps opportunité, valeur ajoutée, parce que ça peut amener des choses complémentaires différentes.
Merci Pascal. Justement, peut-être pour faire le lien sur les sujets de compréhension du scoring, je pense que ça peut être le moment de rebondir avec l'affichage et mentionner les attentes des consommateurs, ce qui va aussi, je pense, pouvoir enrichir la réflexion sur ce sujet de l'articulation. Euh, Articulation dont on est voilà, vraiment convaincu de la valeur auprès des consommateurs. Euh, En ce qui concerne les conditions justement pour embarquer les consommateurs, premier élément qui, je pense, est vraiment fondamental pour l'acceptabilité sociale, c'est la présence d'un acteur de proximité. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a malheureusement plus d'un consommateur sur deux qui ne fait pas confiance aux marques sur leurs engagements sociaux et environnementaux. Et comme on le voit aussi, il y a une certaine défiance vis-à-vis des grands opérateurs. Donc là, c'est ce qui a été publié, étude en BVA et en vérité. Euh, versus confiance envers les acteurs de proximité. Donc, si on veut que cet affichage environnemental serve, il faut absolument que le consommateur puisse s'en emparer, l'intégrer dans son quotidien, et donc qu'il y alloue une certaine confiance. Donc ça, je pense que c'est l'un des éléments fondamentaux vraiment pour cet affichage environnemental qui justifie notamment la création de Clear Fashion. Autre élément, c'est les besoins au-delà de l'environnement. J'ai mis certains exemples ici, mais on a, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux prémices de Clear Fashion, on est venu vraiment faire des enquêtes sur le terrain auprès des consommateurs, se baser aussi sur des travaux, par exemple, comme les chiffres qui ont été, les chiffres de Tax Care qui avaient été publiés et montrés au-dessus dans les slides. Qui nous permettent d'identifier, et là c'est les récents chiffres qui sont sortis il y a quelques jours suite à une vidéo du Codecrypt sur le sujet. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment un besoin, au-delà de l'environnement, un besoin d'information, puisqu'on sait que les enjeux sont là, pas uniquement sur l'aspect environnemental, mais aussi sur le respect des travailleurs, l'innocuité pour le consommateur, le bien-être animal. Et donc, il y a un besoin d'une information complète pour vraiment pouvoir rassurer le consommateur qui entend parler de ces autres dérives et qui a besoin aussi d'être rassuré sur on va dire, la globalité. Euh, Autre élément, ça concerne le type d'affichage. On est venu aussi questionner les consommateurs et pareil, je vous ai mis certains exemples sur le format de l'affichage. Ce qu'on voit globalement, c'est que au-delà des micro-points, c'est important d'avoir un score et d'avoir aussi une information désagrégée pour pouvoir justement refléter ces fameux enjeux dont on a parlé juste au-dessus et que ça soit visible dans la notation, pas juste un score agrégé. Donc, on voit vraiment une valeur à aiguiller au-delà, donc au-delà du coût environnemental et au-delà de cette information agrégée. Et concernant le format, on est aussi venu questionner sur quel type de score. Donc, on a questionné à la fois sur la note sur 100, la note de A à E. Donc, ce qui ressortait là-dessus, c'était plutôt une préférence pour une note sur 100. Sur aussi l'importance, le sujet du traffic light, qui ressort très largement comme un facteur permettant d'éclairer les consommateurs pour leurs choix, pour leurs achats. Et puis, on est aussi, on a testé aussi des affichages plus quantifiés, donc comme par exemple les kilogrammes de CO2 produits. Et globalement, ce qui ressort, c'est vraiment aussi l'importance du score pour une perception immédiate par les consommateurs. Euh, Pardon. C'est ce qui nous a amené donc, aujourd'hui, nous, on est vraiment convaincus de la pertinence de cette complémentarité entre le coût environnemental, donc dispositif de l'État, qui, on l'espère, deviendra obligatoire pour vraiment créer aussi, favoriser ce mouvement de la transparence, et puis le Fashion Score, qui apporte justement l'éclairage et la pédagogie nécessaires aux consommateurs et reflète la qualité socio-environnementale des systèmes de production. Et Ouais. peut-être, oui, Ouais, Pascal. non, juste, je veux bien réagir là sur cette planche. Alors, première remarque, je pense que ça va sans dire, mais je le dis quand même. Le coût environnemental affiché en haut à gauche, c'est une, comment dire, vue d'artiste Clear Fashion. Enfin, c'est pas un logo officiel. Il n'a pas été présenté de visuel officiel, mais néanmoins, par rapport à ce qui a été présenté ces derniers mois, c'est une interprétation que vous faites de ce que pourrait être le coût environnemental. Mais je précise donc que ça n'est pas un visuel présenté par les pouvoirs publics. Il n'a pas été présenté de visuel par les pouvoirs publics à ce jour. Mais néanmoins, enfin, la logique, je pense, est assez claire. Et je voulais bien préciser aussi, mais ça a été longuement dit dans le reste de la présentation, que
effectivement, le coût environnemental est aussi là pour dire une paire de chaussettes a moins d'impact qu'un jean. Et ça, c'est un message qui est un peu, que porte le coût environnemental, mais il va aussi apporter des nuances entre différents jeans et différentes paires de chaussettes, mais sans aller jusque à l'information purement comparative qui est présentée dans le Fashion Score en dessous, par exemple. Merci Pascal. Et peut-être juste pour illustrer justement l'impact qu'on peut avoir en fait avec l'affichage environnemental et notamment le cas de Clear Fashion. Euh, donc pour nous, ce qui fait vraiment le succès de Clear Fashion, c'est notamment la présence clé en fait auprès des consommateurs et leur implication depuis nos débuts. Donc pour rappel, c'est une solution qui a été co-créée en impliquant 15 000 consommateurs aux prémices pour le prototypage de la solution, puis pour sa construction, avec aujourd'hui une communauté active de 350 000 consommateurs qu'on vient mobiliser en permanence pour le type d'enquête que vous avez vu au-dessus, et qui nous permettent en plus, qui nous permettent aussi en plus du travail justement sur le type d'affichage, d'avoir une certaine présence, une certaine autorité, une certaine confiance auprès des consommateurs. Donc, puisqu'on est connu aujourd'hui par 17 millions de consommateurs, donc dernière étude qui a été faite par Apinio, avec un haut niveau de confiance de 87%, ce qui est selon nous clé pour justement l'adoption de l'affichage environnemental. Quelques exemples de déploiement sur différents types de produits pour vous donner une idée de visuellement à quoi ça peut ressembler, sachant qu'on peut également comprendre, donc désagréger, avoir un niveau plus poussé encore de désagrégation de l'information pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et puis, ce qui nous permet aussi d'avoir un fort, on voit globalement une forte viralité, un fort intérêt pour cet affichage environnemental qui est clairement attendu par un certain nombre d'acteurs, à la fois donc de consommateurs, d'acteurs de la société civile. Et vraiment, ce qui est une très bonne nouvelle pour pouvoir faire évoluer le secteur dans le bon sens. Sur les chiffres, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a fait des enquêtes, et puis il y a cette dernière enquête qui avait été aussi faite par le collectif En Vérité, et on voit globalement un impact sur la perception et sur aussi le comportement d'achat. Bon, à prendre forcément avec des pincettes, puisque là, on est sur du déclaratif. Donc, il faut avoir aussi dans la réalité à quel point les consommateurs s'en emparent. Mais globalement, nous, ce qu'on mesure, enfin, ce qu'on voit dans le déploiement du Fashion Score, c'est très positif en termes d'impact auprès des consommateurs et auprès des clients. Pour ouvrir et avant de basculer sur vos questions, les prochaines étapes, Pascal, là-dessus, je te laisse présenter côté réglementaire. Ouais, donc côté réglementaire, donc là vous avez une infographie qui a été présentée la semaine dernière. Donc on est sur la mise en ligne de l'outil Ecobalise qui permet de faire des calculs. Donc je l'ai dit, il va être enrichi ces prochaines journées avec d'autres catégories d'impact, enfin le détail des impacts plus précisément. Ce qui a été annoncé simplement, c'est donc au mois de mai, sans que je puisse être plus précis à ce stade, mise en consultation du texte d'application, donc entendre quelque chose de plus complet, hein, qui présente le dispositif et pas seulement la méthode de calcul. Enfin, pour l'instant, a juste été présenté la méthodologie de calcul, les microfibres, la traçabilité, etc., etc. Mais ça ne constitue pas un dispositif complet d'affichage environnemental. C'est plutôt au mois de mai que ces éléments pourraient être présentés. Donc, alors après 2025, vers une obligation, vers des bonus-malus, enfin ça renvoie à des travaux législatifs, réglementaires qui me dépassent très largement, mais ça fait partie en tout cas des options qui ont pu être évoquées. Mais sinon, à très court terme, puisque le mois de mai vient extrêmement vite, la question c'est comment la concertation va quelque part être animée. Donc aujourd'hui, vous avez Ecobalise qui vous permet d'aller sur l'outil, de comprendre, tester, jouer avec la méthodologie. Moi, j'encourage toutes les personnes qui le souhaitent, enfin comme Clear Fashion vient de le faire aujourd'hui, à prendre des exemples de produits, les tester, partager les résultats. Voilà ce que je trouve, je comprends, je comprends pas, ça me plaît pas. Enfin, partagez vos retours en testant sur des exemples de produits. N'hésitez surtout pas à le faire. Sur le site Ecobalise, vous avez un onglet communauté en haut à droite qui permet de rejoindre un forum Mattermost, donc qui est vraiment l'endroit indiqué pour partager vos questions, pour partager vos tests de produits, vos remarques,
n'hésitez pas, c'est vraiment complètement ouvert. Et donc, ce que l'on a présenté, ça a été partagé juste hier soir, c'est accessible sur le site de l'ADEME. Ça a été relayé, je pense, sur LinkedIn, sur le compte Ecobalise. C'est un calendrier avec des ateliers techniques. 8 ateliers techniques là, qui sont proposés dans les 2 semaines qui viennent, qui en fait vont surtout permettre de revenir sur des choses qui ont été présentées lors du webinaire au début du mois ou qui sont développées dans la méthodologie, mais plus dans l'idée que sur chacun de ces sujets, on se prend entre 1 heure et demie et 2 heures, surtout pour centraliser, collecter les remarques et avoir un échange un peu plus direct que simplement l'échange asynchrone que l'on peut avoir sur le forum Mattermost. Donc vous avez ce calendrier qui est présenté. N'hésitez pas à noter les dates à venir. Enfin, vous pouvez aussi partager vos remarques sans attendre ces ateliers, mais quelque part, on sent bien par rapport à, comment dire, au nombre de sujets, à la complexité nécessaire hein, de cette méthodologie de modélisation, qu'il est utile d'avoir des temps d'échange plus tous ensemble. Donc, c'est ces 8 ateliers qui sont proposés. Merci Pascal. Et donc je pense comme ouverture pour la suite, l'idée c'est, nous on vous invite dès maintenant en fait à vous préparer au mieux à ces changements et à l'affichage environnemental. Et donc ne pas attendre pour déjà proposer justement, réaliser le diagnostic de vos produits, identifier comment ce qui se positionne, identifier aussi ce qui vous permet d'avoir le temps de travailler sur des pistes d'amélioration justement du scoring de vos produits et puis de déployer un affichage complet et clair auprès des consommateurs, voilà, pour être vraiment faire partie des précurseurs de cette transparence et être prêt aussi vis-à-vis donc de cette accélération de l'affichage environnemental. Pascal, je ne sais pas si tu avais un dernier mot à dire là-dessus. Non, mais enfin, je pense Et- que ton point est important. Enfin, ce sujet, enfin, de toute manière, enfin, pour calculer un coût environnemental ou plus largement un affichage environnemental, euh, Fashion Score ou autre, en fait, on a besoin de connaître sa production, de maîtriser sa traçabilité, ses paramètres, etc. Et cet effort de fond, il dépasse même d'ailleurs le seul sujet de l'affichage environnemental, mais je ne peux qu'appuyer ton message. Il est utile qu'un maximum d'acteurs du secteur se préparent au plus tôt, même si ça n'est que volontaire à ce stade. C'est une opportunité de communiquer sur ses impacts environnementaux, c'est intéressant pour ses clients et c'est utile pour satisfaire différentes réglementations qui arrivent, pas seulement l'affichage environnemental, quoi. Et je pense qu'on peut, voilà, il nous reste presque un quart d'heure pour répondre aux questions, à vos questions. Oui, on va prendre les questions qui ont été indiquées dans la partie Q&A. Juste en préambule, on a reçu énormément de questions, donc malheureusement, on ne pourra peut-être pas toutes les prendre, mais en tout cas, on va faire au mieux pour répondre au maximum. De toute façon, les questions se recoupent un petit peu. Pour rester sur le point qui a été abordé là en fin d'échange par Pascal, est-ce que vous pouvez définir phase de concertation? Cette phase peut-elle aboutir à des évolutions du dispositif présenté début mars aux professionnels et début avril à la presse, ou est-ce purement consultatif? Non, non, ça peut clairement, ça peut aboutir à des évolutions, c'est sûr. Enfin, là, on est sur quelque chose qui est une première proposition, un premier projet de méthode porté par le gouvernement. Donc, je veux dire, tout ne va pas être rebattu, enfin très clairement. Mais cela dit, c'est bien une concertation qui doit permettre de rebondir sur, tiens, il manque une matière, ce pays il est mal fait, j'ai pas compris cet aspect-là, le paramétrage pourquoi ceci et pas cela. Enfin, c'est bien une phase de concertation sincère. Enfin, si on ouvre le Mattermost, qu'on a mis en ligne Ecobalise, qu'on propose des ateliers et on va proposer des modalités aussi pour collecter des exemples de simulations que vous auriez fait. C'est bien pour que ça permette de bonifier la méthodologie. Par contre, simplement, je veux dire, il y a une vraie proposition qui a maturé, qui a avancé et qui ne sera pas révolutionnée. Ça, c'est très clair, quoi. Merci beaucoup. Je me permets d'ailleurs de préciser qu'on vous remettra dans le mail récapitulatif qu'on vous enverra à l'issue des échanges tous les éléments qui vous seront utiles pour participer à cette concertation et puis participer aux réunions techniques qui se tiendront. Euh, Ensuite, j'arrive tout de suite. Euh, Est-ce que l'État a prévu des supports de communication pour les marques destinés aux consommateurs pour que nous ayons tous le même discours?
Euh, non, je ne crois pas. Alors après, vous avez un one-pager, comme on l'appelle en mauvais français, qui a été publié la semaine dernière, qui est un document en 4 pages, donc qui s'appelle one-pager, mais qui fait 4 pages, avec notamment l'infographie que je vous ai présentée. Je peux peut-être rechercher le lien, je peux remettre le lien dans le chat, mais en tout cas, la source, si vous voulez revenir à la source, sans comment dire que le propos ait été filtré, réinterprété, notamment par les journalistes, hein, enfin, et c'est normal, je peux vous pointer le lien vers le communiqué de presse qui a été publié la semaine dernière et qui est bien la source aujourd'hui. Je fais ça de suite. Merci. Je vais prendre toutes les questions un peu annexes à la méthodologie dans un premier temps, et puis comme ça, on prendra par la suite toutes celles qui concernent vraiment la base de données, etc. J'avais compris que l'affichage environnemental du gouvernement serait obligatoire pour les marques. Ce n'est plus une certitude. Il serait a priori volontaire et seulement peut-être obligatoire par la suite. Absolument, vous avez tout compris. Euh, Merci pour le dossier de presse. Euh, on a pas mal de questions aussi sur le périmètre précis de l'affichage et notamment les catégories de produits qui seront concernées par la mise en place de cet affichage. Ouais, alors c'est un aspect effectivement à clarifier. Enfin, aujourd'hui, enfin, en réponse très rapide, mais sinon rendez-vous lors de l'atelier, le premier atelier d'ailleurs qui est prévu qui est prévu vendredi après-midi. On est sur du textile d'habillement, donc pas sur le linge de maison. Les chaussures ne sont pas concernées, les vêtements en cuir ne sont pas concernés non plus, parce que ça n'a pas été travaillé. Après, sur le reste, potentiellement tout peut être concerné, mais il y a quand même des sujets un peu particuliers à regarder. Je pense notamment aux armatures des soutiens-gorge, enfin, qui aujourd'hui ne sont pas proposées dans les l'éco-valise. Bon, bah, ça fait typiquement partie des choses à caler dans la phase de concertation, voir s'il est possible d'embarquer toutes les catégories de vêtements ou s'il y en a pour lesquels quelque part les éléments techniques sont pas satisfaisants pour proposer un cadre. Merci beaucoup. Et sur cette question-là, d'ailleurs, les vêtements de travail seront-ils concernés? C'est un dispositif qui est avant tout, en tout cas dans la loi, il est présenté comme B2C, encore en mauvais français, je m'excuse, mais par contre, je sais qu'il y a d'autres dispositions par ailleurs sur les achats, et notamment les achats publics, mais pas seulement les achats durables, plus largement, qui poussent à ce que les acheteurs prennent en compte des critères environnementaux dans leurs achats. Et enfin, quand bien même ça ne serait pas couvert par l'affichage environnemental, la méthodologie qui est proposée pourrait être mobilisée par des acheteurs pour classer des propositions. Donc je pense qu'il est préférable de considérer que cette méthodologie est susceptible de s'appliquer également aux vêtements professionnels. Merci beaucoup. L'affichage sera-t-il dématérialisé? Alors, enfin, l'affichage, je fais un début de réponse enfin, alors, moi je réponds pour l'affichage environnemental réglementaire et je laisse Marguerite développer sur le Fashion Score, enfin, sur l'affichage environnemental réglementaire. On est sur une phase volontaire dite encadrée. Donc c'est quelque part, ce sont les marques, les distributeurs qui font le choix volontaire de procéder ou non à un affichage. Et donc, de fait, quelque part, si la démarche est volontaire, c'est un peu elles qui choisissent du support. Est-ce que le support il est plutôt dématérialisé? Est-ce qu'il est plutôt physique? Enfin, si elles veulent afficher en physique, grand bien leur face. Mais dès lors que c'est volontaire, ça ne peut pas être imposé. Donc aujourd'hui, c'est plutôt à elles de choisir leur support, dématérialisé, pas dématérialisé. Les deux sont possibles, juste l'encadrement devrait s'appliquer de la même manière, quoi. Et du côté Clear Fashion, on propose les deux, en effet. Ce qu'on observe, c'est globalement, souvent, les marques commencent par du dématérialisé, notamment étant donné des contraintes plutôt côté logistique sur le délai pour récupérer les informations par rapport au timing, en fait, de déploiement des étiquettes physiques. Donc, c'est pour ça que c'est souvent le démarrage, c'est en dématérialisé. Et en effet, l'objectif, je pense que c'est que cet affichage soit présent partout au plus près des consommateurs qui, certes, sont nombreux à se renseigner de façon dématérialisée, mais pour lesquels il y a une vraie valeur ajoutée à avoir aussi un affichage physique. Merci beaucoup à tous les deux.
Comment va se passer l'harmonisation entre le PFCR et l'affichage environnemental français? Pour l'instant, en 2025, à la sortie des deux textes, les acteurs français seront donc obligés d'avoir deux étiquettes différentes d'impact en fonction de si c'est vendu en France ou hors France. Ben, alors obligé, enfin, bon déjà il y a beaucoup à dire sur le obligé, enfin ça renvoie à des considérations de cadre réglementaire français ou européen. Moi je sais pas s'il y a une obligation. Euh, En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'objectif, c'est bien une convergence. Il n'y a pas de doute. Enfin, moi, c'est un discours que je tiens, y compris avec les instances européennes, au sein du secrétariat technique du PFCR à Parlem Footwear. Enfin, c'est vraiment, je voudrais que tout le monde soit bien conscient que aller ajouter un complément sur les microfibres, qui est intégré dans le score unique, dans le coût environnemental, bah, il aurait été plus confortable de ne pas le faire. Mais simplement, il nous apparaît que si on ne le fait pas, on rate une dimension dans l'évaluation des impacts environnementaux et donc on envoie un signal qui, de manière certaine, n'est pas pertinent. Et donc il vaut mieux intégrer de manière pionnière des compléments, même si peut-être que à l'avenir, ils sont appelés à évoluer lorsqu'ils seront intégrés dans le cadre européen et que donc le cadre français pourra s'aligner sur le cadre européen, plutôt que partir sans ces compléments, où là, de manière factuelle, il y a un manque. Donc en 2025, encore une fois, enfin en tout cas, il y a un cadre réglementaire français qui se présente, donc volontaire encadré en 2025. Au niveau européen, bah, il y a des travaux également autour de ESPR, les actes délégués, mais pour l'instant, enfin, en tout cas, qui ne sont pas qui n'ont pas conclu à ce stade. Vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de convergence, de cohérence. J'ajoute un point aussi important, hein, sur le dispositif, enfin, une autre différence importante entre le dispositif européen et le dispositif français, tel que les deux se profilent aujourd'hui, c'est le sujet de la base de données, donc un sujet un peu technique, mais qui est clé. Euh, Enfin, le gouvernement français a écrit à la Commission européenne pour demander s'il pouvait s'appuyer sur les bases de données PEF, et la réponse a été non, pour des raisons simplement contractuelles. Le contrat passé avec les acteurs privés. Donc ça a conduit à partir vers une solution de partenariat ADEME EcoInvent qui amène quand même une forme de convergence parce que EcoInvent est aussi un des fournisseurs de données de la Commission européenne. Mais attention, les données sur lesquelles s'appuie aujourd'hui le projet de PFCR Appalachian Footwear, la base de données EF 3.1, elle doit être remplacée en 2025-2026. Donc de toute façon, le cadre européen doit évoluer en 2025-2026 pour coller à la nouvelle base de données. Pardon, je suis beaucoup trop long, beaucoup trop technique, mais les travaux sont en cours et l'objectif, c'est bien de converger dès que possible. Et peut-être juste pour rajouter une précision là-dessus, je pense que c'est aussi important de se rappeler l'urgence, en fait. Enfin, il est quand même, voilà, je pense qu'il est temps d'agir et de faire évoluer, de réduire l'impact du secteur et de s'y mettre tous ensemble. On parle de projets au niveau européen. Là, aujourd'hui, on a des méthodes qui sont déployables et c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait chez Clear Fashion et on félicite aussi le gouvernement français de prendre le sujet aussi à bras le corps et d'avancer sur le sujet et de soutenir la transparence. Donc, je pense voilà, il est temps d'avancer et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est écouté et pris très au sérieux aussi par des acteurs, notamment des eurodéputés et acteurs du niveau européen et qu'on espère, en effet, on voit que nos travaux servent réellement pour la construction aussi de ce qui se passe au niveau français et européen. Donc, il n'y a pas de raison d'attendre et de retarder la transparence et de retarder la transformation du secteur vers un fonctionnement plus soutenable. Ouais, grand merci Marguerite. Enfin, absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Je voulais rajouter un point parce que enfin, la question est complexe. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, force est de constater que les travaux méthodologiques français et aussi européens sont très contestés. Et le PEF a pas forcément, enfin, est très contesté aussi, enfin, très très clairement. Enfin, il y a différents écrits, différents rapports qui le contestent aujourd'hui. Personnellement, moi, je trouve que c'est presque même dommage parce qu'il y a un vrai travail technique qui est fait par ailleurs, mais avec des limites, enfin qu'on a évoquées, je reviens pas dessus. Moi, ma conviction, c'est que le travail qui est fait de manière pionnière avec le cadre réglementaire français, donc un coût environnemental quelque part qui est d'inspiration PEF, mais qui va au-delà, et peut aussi être un moyen de faire avancer PEF, parce que je suis sceptique sur la capacité que PEF aura d'avancer si, tant qu'il n'intègre pas ce qui a été demandé, notamment par le Parlement européen sur la durabilité extrinsèque, tant qu'il n'intègre pas enfin, différents éléments. Et que donc, quelque part, à un moment, avoir
agir, partir avec quelque chose qui est peut-être pas tout à fait harmonisé à l'échelle européenne, mais qui est opérationnel, et ben c'est un moyen de faire avancer les choses pour soi, pour ses clients, mais aussi de faire avancer, de nourrir les travaux européens. L'horizon, et le plus tôt sera le mieux, c'est d'avoir une méthode harmonisée. Mais si on attend qu'elle existe pour déployer, on va attendre longtemps, quoi. Merci beaucoup. On va prendre une dernière petite question qui revient pas mal dans le chat. Est-ce que vous pourriez nous donner davantage d'éléments sur la prise en compte de la durabilité physique et de la durabilité extrinsèque des produits dans la méthodologie? C'est très large, mais Ouais, alors moi j'ai vu plusieurs. Alors je réponds pour le coût environnemental et puis enfin, peut-être que Margot tu souhaiteras compléter. Enfin, j'ai vu plusieurs questions sur la durabilité physique. Euh, sur la durabilité physique, on est vraiment sur un sujet sur lequel il y a un énorme boulot qui a été fait par Durabi, donc pilotage IFTH, plein de marques impliquées, l'ADEME au financement. Un énorme boulot qui est fait aussi par le secrétaire technique du PFCR Apparel and Footwear. C'est en consultation en ce moment et jusqu'à la fin du mois. Euh, Très sincèrement, nous, on n'a pas jugé opportun que les services de l'État et de l'ADEME rajoutent un référentiel supplémentaire, alors qu'il y a tout ce travail qui est fait au niveau France sur Durabi, au niveau européen sur le projet de PFCR. Donc, ce qui a été présenté, je ne fais que répéter ce qui a été dit lors du webinaire du début du mois de mars, c'est plutôt regarder comment ceci avance. On sait que c'est complexe, on sait que ça peut être, on sait que c'est complexe et donc on a envie de voir comment ça avance avant ensuite de regarder comment l'intégrer, mais il faut voir comment ça se met en place parce que c'est un sujet lourd, complexe et tant mieux qu'il y ait tout ce travail qui est fait au niveau français avec Durabi, au niveau européen avec le projet de PFCR. Sur la durabilité extrinsèque, là, il y a une proposition qui est sur la table, et donc venez en parler lors des ateliers pour prendre en compte différentes caractéristiques. Je ne les ai pas citées, je vais le faire tout de suite. C'est la largeur de gamme, la durée de commercialisation, les incitations à la réparation, l'affichage de la traçabilité et les types de matières. 5 critères, tous discutables, mais qui permettent d'approximer un peu, quelque part, cette durabilité extrinsèque, sans laquelle il nous semble difficile de déclencher un affichage environnemental. parfait. Merci beaucoup à tous les deux pour ces éclairages qui étaient vraiment passionnants et qui permettent vraiment de mieux comprendre tout ce qui a déjà été fait enfin, toutes les avancées qui ont déjà été permises par les énormes travaux via Ecobalise et puis comment il est encore possible de participer à ces échanges. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Et puis, on va vous envoyer du coup à toutes et tous à la fois le replay et les slides pour que vous puissiez regarder ça un peu plus à tête reposée si vous le souhaitez. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite si vous avez des questions. Et comme indiqué précédemment, on vous reprécisera comment participer à la consultation pour que vous puissiez faire entendre également. Merci beaucoup à tous et puis à très vite. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Merci beaucoup.